Personne ne les voit. Personne ne les entend. Et pourtant, ils traversent les océans sous les yeux des puissances les plus armées de la planète. Bienvenue dans la guerre invisible des mers modernes. Aujourd'hui, lorsqu'un superpétrolier disparaît soudainement des écrans civils, ce n'est jamais un hasard. Le moment où son système d'identification automatique s'éteint marque le début d'un jeu bien plus vaste, bien plus dangereux. À cet instant précis, les centres de surveillance occidentaux changent de registre. Ils cessent de suivre. Un point lumineux sur une carte bascule vers une chasse physique, méthodique, implacable. Car certains instruments ne peuvent pas être neutralisés par un simple bouton sur une passerelle. À plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, en orbite basse, gravitant des satellites capables de scruter la surface terrestre sans dépendre de la lumière du jour. Leur arme n'est pas l'image, mais l'onde. Grâce aux radars à ouverture synthétique, ces capteurs pénètrent la nuit, les tempêtes et les nuages les plus épais. Ils ne traquent pas un signal électronique, mais une réalité matérielle. Une masse d'acier longue de plusieurs terrains de football, découpée nettement sur l'immensité liquide. À partir de là, la dissimulation devient une illusion. Mais l'espace n'est qu'un front parmi d'autres. Dans le même temps, loin des océans, une autre traque se déroule dans le silence feutré des serveurs bancaires et des bases de données portuaires. Des équipes spécialisées croisent factures, pavillons, compagnies fantômes et registres maritimes. Chaque anomalie déclenche une alerte. Chaque incohérence devient une piste. Les ports alliés, les autorités coopérantes, les assureurs stratégiques sont intégrés à ce filet mondial. C'est une poursuite planétaire mêlant technologie orbitale, analyse financière massive et renseignements humains. Et pourtant, malgré cet arsenal impressionnant, le temps joue rarement en faveur des chasseurs. Car les flottes clandestines évoluent plus vite que les règles. Elles exploitent chaque faille administrative, chaque zone de droit maritime ambiguë, chaque lenteur diplomatique. À chaque voyage réussi vers l'Asie, leur savoir-faire s'affine. Leur organisation se perfectionne. Leur invisibilité augmente. Mais au fond, une question essentielle demeure. Qu'est-ce que le Venezuela retire réellement de ce jeu extrêmement risqué? Pour Caracas, il ne s'agit pas simplement d'exporter du pétrole sous le manteau. C'est une question de survie nationale. Dans un pays étranglé économiquement, chaque cargaison qui franchit le blocus représente bien plus qu'une transaction. C'est une respiration. Les devises obtenues permettent de maintenir l'État debout, d'assurer des importations vitales, mais surtout de préserver l'appareil sécuritaire sans lequel tout s'effondrerait. Sans ces routes maritimes obscures, le pouvoir aurait probablement vacillé depuis longtemps. Mais au-delà de l'argent, il y a le message. Parvenant à contourner la pression occidentale avec l'appui de partenaires extérieurs, le Venezuela envoie un signal clair. Il n'est pas isolé. Il démontre une capacité d'adaptation. Une résilience stratégique fondée sur sa richesse souterraine. Le pétrole devient à la fois ressource économique et bouclier politique. Cette situation révèle un tournant historique majeur. Nous assistons à l'érosion progressive de la domination militaire, classique comme instrument de contrôle total. Une flotte de guerre peut quadriller une zone. Des destroyers peuvent patrouiller sans relâche. Mais face à un adversaire qui privilégie la discrétion, les réseaux mondiaux et la puissance économique indirecte, la supériorité militaire devient difficile à exploiter, voire contre-productive. Le cas vénézuélien illustre parfaitement comment un État affaibli peut mettre en concurrence les grandes puissances, simplement en ouvrant l'accès à une ressource stratégique. Le monde ne fonctionne plus selon les lignes rigides de la guerre froide. Nous entrons dans une ère fragmentée, souple, instable, où les flux commerciaux discrets et la logistique grise rivalisent, désormais avec les alliances militaires traditionnelles. Et cette transformation ne concerne pas qu'un seul pays. Les outils de résistance modernes, flottes anonymes, finances éclatées, stratégies numériques, deviennent accessibles à tous ceux qui souhaitent défier l'ordre établi. Le pouvoir ne se mesure plus uniquement en tonnage naval ou en missiles, mais dans la capacité à évoluer dans l'ombre d'un système globalisé. Un voyage de tanker à travers les Caraïbes n'est plus un simple transport d'hydrocarbures. C'est une déclaration géopolitique. Mais comment fonctionne réellement cette mécanique clandestine? Derrière le mythe du navire fantôme se cache une réalité bien plus pragmatique. Il s'agit souvent de pétroliers vieillissants, rachetés à bas prix sur les marchés secondaires. Administrativement, ils sont dissous dans une nébuleuse de sociétés écrans disséminées dans des jurisdictions opaques. Ils changent de nom, de pavillon, de propriétaire officiel avec une fluidité déconcertante. À bord, les équipages opèrent dans un strict anonymat. Les contrats sont informels. Les communications passent par des canaux chiffrés. Une fois l'identification coupée, le navire disparaît du monde réglementé pour entrer dans une zone grise totale, hors des radars juridiques classiques. Ce modèle n'a rien d'innovant.
Le Venezuela n'a fait qu'appliquer une méthode éprouvée, développée depuis des années par d'autres États sous sanctions. L'Iran et la Russie ont bâti de véritables « infrastructures maritime clandestines », capables de neutraliser l'impact des embargos occidentaux. En s'intégrant à ce réseau existant, Caracas a changé l'équilibre du rapport de force. Le conflit ne se joue plus entre une marine nationale et l'US Navy. Il oppose désormais la technologie occidentale à un système mondial, décentralisé, flexible et difficilement attaquable sans escalade majeure. Mais chaque ombre a une destination, et ce pétrole ne se volatilise pas. Il converge vers un acteur central, la Chine. Du point de vue de Pékin, la logique est froide, rationnelle, patiente. La priorité absolue reste la sécurité énergétique. Une économie de cette taille ne peut dépendre d'un nombre limité de fournisseurs. Chaque baril supplémentaire est une assurance stratégique. Acheter du pétrole vénézuélien à prix réduit, malgré les risques, est une opportunité calculée. C'est une réserve alternative, activable discrètement. Mais l'enjeu dépasse largement l'énergie. Chaque transaction renforce une relation diplomatique. Elle crée une interdépendance. Elle installe durablement l'influence chinoise dans une région historiquement dominée par Washington. En sécurisant un accès privilégié à des réserves colossales, Pékin transforme une crise locale en levier géopolitique global.